Radio WNE. Bonjour et bienvenue sur Radio WNE en ce 7 avril 2026. Entreprendre au féminin, une nouvelle émission, une nouvelle rubrique. Nous recevons Blandine Riffard. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. En compagnie de Julia Alberg. Bonjour. Bonjour. L'idée est relativement simple, c'est de découvrir une activité nouvelle lancée par une femme sur Mulhouse, l'Aglo ou autour. Blandine Riffard, on va donc voir qui es-tu, quel est ton parcours et puis surtout quel est ce nouveau projet cause.fr lancé en ce moment à destination des associations et des collectivités. On en saura plus dans quelques instants, mais d'abord, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu ? Alors, moi, je viens de l'Ain, qui est un département pas très loin de Genève, où j'ai fait mes études. J'ai fait des études en relations internationales et en gestion de projet. Et c'est pour ça que, naturellement, je me suis plutôt tournée vers des ONG de solidarité internationale, où j'ai commencé ma carrière. Puis après, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le caritatif. Voilà, la solidarité internationale nécessitait de pas mal voyager et ça correspondait plus forcément à ma possibilité du moment. Et donc, je me suis investie dans la solidarité locale et notamment en Alsace, dans le Haut-Rhin, où j'étais coordinatrice départementale d'une grosse association. Et j'ai fait un petit passage à la ville de Mulhouse où je me suis engagée à la démocratie participative. Et c'est pendant tout ce parcours que j'ai vu et j'ai côtoyé les associations, que j'ai vu à la fois leur engagement, leur volonté d'agir et parfois leurs difficultés parce qu'elles n'ont pas toutes les compétences et le temps aussi nécessaire pour pouvoir engager tout ce qu'elles auraient envie. Mais tu parles d'études dans l'Ain. L'Ain, c'est entre Lyon et le Jura. Bourg-en-Bresse ? C'est Bourg-en-Bresse, mais moi j'étais plutôt à côté de Genève. Mais tu n'as quand même pas fait des études dans un village J'ai fait des études à Genève, en Suisse. D'accord. À Genève, avec l'accent. Ok. Voilà. Et c'est facile, mais tu es française. Je suis française, mais comme on habitait vraiment en proximité à la frontière, il y avait vraiment une proximité, un lien. Et à l'époque, parce que j'ai quand même 40 ans, c'était facile de faire ses études à Genève, effectivement, en tant que voisin. Et donc, les Français, les Françaises peuvent sans souci aller faire des études en Suisse ou bien je ne sais pas du tout aujourd'hui. C'était à mon époque, ça a été quelque chose de plutôt facile, oui, je n'ai pas eu de difficulté. Et un diplôme suisse reconnu en France, bien sûr ? Oui, parce que c'est avec les réformes de Bologne et l'Europe, aujourd'hui, un master, c'est un master, quoi. Donc, c'est reconnu partout. Et les études en Suisse, c'est gratuit ou presque comme en France ou il faut sortir un gros chéquier pour avoir le droit de s'inscrire dans une école ? C'était l'université, donc il y a quand même des frais d'inscription, mais ça reste quand même public, donc ça reste abordable. Et donc, tu as fait, l'humanitaire, je ne sais pas si c'est le bon terme, caritatif. Solidarité internationale, puis solidarité locale. C'est un peu les deux pendants de mon parcours. Et solidarité internationale, c'était où ? Au Mali ? Ouais, c'était en fait une petite association qui s'appelle Agriculteurs Français et Développement International, qui est basée à Sainte-Croix-en-Plaine, qui est toujours active, et qui a plusieurs partenariats au Mali. Et c'est vrai que c'est assez connu avec notamment toute la filière mangue et les fêtes de la mangue que l'AFDI a pu organiser, mais ils ont aussi un partenariat au Cambodge et au Congo. Mais ce genre d'action internationale est tributaire des relations que la France a avec les pays en question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Mali, le Burkina et d'autres pays d'Afrique subsaharienne coupent les relations avec la France, c'est fini ça s'arrête ou on est tributaire de ça ? On est effectivement tributaire, mais après, ça ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, l'AFDI continue son partenariat à Yanfolila au Mali et continue de soutenir. Par contre, c'est plus avec des fonds publics, c'est avec des fonds propres. Donc, après, c'est vraiment des choix associatifs, et c'est ça qui est beau dans l'associatif, c'est que on peut aussi faire des choix, et ils ont choisi de continuer. Et donc, après l'international, le national, tu t'es occupé des pauvres de chez nous ? C'est ça, exactement. Donc, l'association Caritas, qui est aussi une grosse association en Alsace, mais aussi au niveau national, voire mondial, puisqu'il y a un réseau Caritas aussi au niveau international. Mais moi, je me suis occupée du Haut-Rhin avec 900 bénévoles
et une trentaine d'équipes locales qui agissent au quotidien pour les personnes en précarité à travers des actions d'aide concrètes, l'aide alimentaire, l'aide financière, l'aide administrative, l'accompagnement scolaire. Il y avait tout un programme autour de la question des vacances aussi. Enfin, il y a toujours d'ailleurs, ça continue et mes anciens collègues continuent toujours de travailler dans ce sens. Le secours populaire est d'origine communiste. Caritas, c'est un peu Jésus qui est caché là derrière. Exactement. On est obligé de croire en Jésus pour travailler à Caritas? Alors non, on n'est pas du tout obligé de croire en Jésus. Et d'ailleurs, Caritas accueille tout le monde, que ce soit pour les personnes aidées, mais aussi pour les bénévoles et les salariés. Il y en a plein qui croient absolument pas en Dieu, mais qui sont là quand même parce qu'ils croient dans des valeurs qui sont, il me semble, universelles. Et c'est financé comment, ce genre d'association caritative? C'est le bon mot? Caritatif, c'est le mot. Voilà, c'est tout à fait le bon mot. Alors, Caritas a la chance de bénéficier d'un soutien important de dons privés. Et c'est ce qui constitue majoritairement son socle financier. Voilà. Après, il y a une contribution aussi de financement public qui vient, mais ça représente moins d'un tiers. Et ensuite, tu es passé par la ville de Mulhouse, et c'était pour faire quoi? C'était quoi l'idée, l'envie? L'envie, c'était de découvrir une autre structure que le monde associatif. Et l'envie, c'était aussi de me mettre au service du monde associatif, parce que j'étais à la fois au Conseil des habitants, à l'Agence de la participation citoyenne, mais aussi au Carré des associations. Donc de pouvoir élargir aussi mes horizons, et puis de comprendre comment fonctionne une collectivité. J'y suis allée un petit peu avec mon drapeau blanc, et voilà, pour essayer de comprendre et voir. Alors, sans vouloir, bien sûr, te forcer à dire du mal de la ville de Mulhouse et de l'Agence de la participation citoyenne, donc tu as droit à un joker si nécessaire, mais est-ce que cette participation citoyenne, c'est pas d'abord et avant tout un joli discours, un merveilleux affichage et une réalité qui est souvent proche du néant? Quand on sait, par exemple, que l'Agence de participation citoyenne a été incapable de gérer 5 services civiques de jeunes mulhousiens, tellement c'était dur, ils ont arrêté. Est-ce que toutes ces réunions, tous ces fonctionnaires ou vacataires qui tiennent des réunions, tous ces élus qui disent allons-y ensemble, les citoyens, les citoyennes vont décider, est-ce que c'est pas tout simplement vous avez le droit de choisir la couleur du tram si vous êtes gentil? Alors, je vais pas répondre à la question, et puis d'ailleurs, tu réponds tout seul, mais ce que je veux dire, c'est que moi, en tout cas, je m'y suis pas sentie alignée. Et ça a duré combien de temps? 1 an, 3 mois. Ah ouais, et c'était un contrat d'1 an, 3 mois, ou tu es parti avant la fin? Je suis partie. Merci beaucoup d'avoir dit autant de bien de cette ville de Mulhouse. Et donc, après avoir rencontré plein d'associations, tu t'es dit il est peut-être temps d'agir autrement? Voilà, exactement. J'avais envie de mettre à profit mes 20 ans d'expérience associative pour les associations et avec les associations. J'ai vu que, notamment au Carré des associations, qui fait quand même un travail assez intéressant avec les associations, qu'il y avait des associations avec des bénévoles qui avaient envie d'agir, mais qui étaient complètement tétanisés par les montagnes administratives, par les demandes de subventions dont ils avaient souvent même pas connaissance. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de passer le pas et d'essayer de soutenir, et de soutenir les causes à ma manière et pour les associations. Mais je crois qu'il est temps de faire un petit tour en Finlande. Julia, as-tu une question à poser à Blandine Riffard? Oui, c'était quoi qui vous avait donné envie de créer Cause? Ce qui m'a donné envie de créer Cause, c'est vraiment l'envie d'agir concrètement. C'est-à-dire que je ne voulais plus être en attente de peut-être on pourra le faire, ou voilà, je voulais être vraiment dans le concret, dans l'opérationnel, et puis dans le blabla et dans il faut qu'on et yaka. C'est-à-dire que je voulais vraiment plonger concrètement dans le cœur des associations. Ça, c'est vraiment la première chose. Mais ça veut dire quoi concrètement? Parce que les associations, déjà, elles sont extrêmement diverses, entre l'association de pêcheurs et la filature. Il y a un monde, voire plusieurs mondes. Oui. Salarié ou aucun salarié, ça change tout. Si on a un budget de 2 000 € par an,
c'est très différent d'un budget de 2 millions. Enfin, voilà comment... déjà, avec ton expérience, Blandine, à quoi ressemble le paysage associatif mulhousien, M2A? Ça ressemble à quoi, toutes ces associations? Il y en a, je sais plus, 500, 2000, 3000? 2500. Voilà, 2500. À quoi ressemblent ces 2500 associations? Alors, il y a beaucoup d'associations, comme tu l'as dit, sportives. C'est quand même une majorité. Il y a aussi pas mal d'associations dans le médico-social. Et là, dans le médico-social, c'est plutôt des très grosses associations avec beaucoup de salariés. Il y a aussi des associations culturelles. Mulhouse est vraiment une ville culturelle. Et après, il y a toutes les thématiques d'associations, puisqu'il y a aussi des associations politiques, il y a des associations militantes, il y a des associations qui se réunissent juste pour être entre elles et se faire des petites sorties. Enfin voilà, c'est très très divers. Il y a sur la santé. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, mon focus, c'est quand même plutôt les petites associations qui ont pas de salariés ou un salarié et qui justement manqueraient un peu de compétences et de temps pour pouvoir agir. C'est ça un peu plus mon focus. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vais pas aider des associations qui ont une brigade de salariés et qui ont un salarié pour chaque finalement besoin de l'association. Après donc avoir rencontré des dizaines d'associations à travers tes différentes expériences, mais quelles sont les difficultés majeures rencontrées souvent par les associations que tu as connues? Je dirais qu'il y en a deux. La première, c'est évidemment l'accès au financement. Alors, c'est à la fois de pouvoir connaître les appels à projets et, deuxièmement, savoir y répondre. Je veux dire, ça, c'est vraiment... je vois des bénévoles aujourd'hui qui ne savent pas le faire et qui ne sont pas en capacité de le faire. Donc, moi, ce que je peux amener, c'est vraiment de la méthodo, de la rigueur, de la veille aussi, pouvoir répondre à ces appels à projets. Et le deuxième chose, c'est souvent une organisation liée à une vision associative. Je vois que c'est quelque chose qui est un peu qui manque dans certaines associations, se dire voilà vers où on va et puis comment j'y vais et puis finalement après quels moyens j'y mets. Et ça c'est vraiment important dans les associations d'avoir cette vision et cette stratégie pour y aller, puisque ça rassure à la fois les financeurs, ça rassure aussi les potentiels bénévoles qui pourraient s'investir. Et ça c'est un peu le deuxième volet de mon offre, puisque moi ce que j'ai pas dit dans mon parcours, mais c'est que mon parcours c'est vraiment l'animation et l'intelligence collective qui sont le fil rouge de mon parcours. Je me suis formée à ça et donc c'est aussi ce que je propose aux associations, c'est de pouvoir insuffler cette intelligence collective, faciliter des démarches pour leur permettre de cadrer leurs projets, leur vision, leurs projets associatifs. Mais le projet associatif, la vision associative, souvent, ça n'existe pas, ça n'existe plus, tout le monde l'a oublié. Et donc, ça veut dire se plonger là-dedans, se remettre en question, ce qui n'est pas naturel chez l'être humain. Est-ce que chacune des présidents, des présidentes, des responsables associatifs que tu as rencontrés, est-ce que tu as senti en face cette possibilité de se remettre en question pour repenser un projet associatif que tout le monde a oublié parce qu'on a écrit des statuts il y a 45 ans, que plus personne ne les a jamais regardés, qui sont plus tout à fait obsolètes et que donc il va falloir réfléchir, se remettre en question, accepter la critique. Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé par les assos que tu as rencontrés? Alors j'ai eu des demandes en fait concrètement là-dessus, donc auxquelles je suis en train de répondre. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie demande, puisque il y a des associations qui se sentent justement un peu perdues, qui ont avancé sur leur chemin, qui ont rajouté plein de strates d'activités, qui se disent mais est-ce qu'on se perd pas un peu là-dedans? Donc l'idée c'est de se retrouver. On n'est pas en train de relire les statuts de 1945, mais on est en train plutôt de se dire voilà notre chemin parcouru, qu'est-ce qu'on a appris et vers où on a envie d'aller. Et l'idée c'est que ça soit hyper opérationnel, c'est-à-dire que ce soit des choses qui soient faciles à retenir et qui soient vivants dans le sens où derrière on met un plan d'action concret qui va derrière. Et puis par ailleurs, parce que il y a la Haute Autorité de la vie associative qui vient de sortir un rapport et qui préconise justement le travail en intelligence collective dans les associations comme un moyen de mobilisation du bénévolat autour d'un projet. Donc voilà, c'est aussi dans ce sens que je veux œuvrer.
Alors, un des grands classiques du monde associatif, bon, c'est de se plaindre et râler, hein, et notamment sur les jeunes. Hein. Ah, les jeunes, c'est plus ce que c'était. Les jeunes bénévoles, ça n'existe plus. Ils s'investissent plus comme les anciens qui restent pendant 150 ans dans la même association. Est-ce que ça, c'est une réalité que tu as touché du doigt, ou bien c'est tout simplement que les jeunes n'ont plus envie de s'emmerder avec des assos de vieux où c'est super pénible d'assister à une assemblée générale et à des réunions interminables où seuls les vieux prennent la parole? Alors aujourd'hui, il y a eu un changement effectivement du bénévolat, mais il ne va pas tout à fait dans le sens que tu dis, puisqu'en fait, il y a une augmentation significative du nombre de jeunes engagés et une diminution significative aussi des personnes seniors qui s'engagent de manière bénévole dans les associations. Il y a vraiment une courbe qui est en train de changer. Alors, c'est significatif, mais ça reste... c'est une tendance. Et ce qui veut dire aujourd'hui que c'est pas forcément moins d'engagement, plus d'engagement, mais c'est aussi des engagements différents. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, ils veulent s'engager différemment. C'est pas forcément, effectivement, cet engagement ad vitam aeternam dans la gouvernance d'une association, mais c'est un engagement de projet, c'est un engagement sur du concret. Et donc, en fait, aujourd'hui, il faut accompagner les associations à s'adapter à ces nouveaux types d'engagement et travailler justement les gouvernances plus forcément de la même manière, avec ce triangle président, trésorier, secrétaire, mais peut-être travailler sur des coprésidences, de la gouvernance partagée qui permet justement un engagement plus flexible, on va dire, et moins corps et âme. Oui, à ce sujet, c'est toujours intéressant de rappeler peut-être qu'on n'a absolument pas du tout besoin d'avoir un président ou une présidente dans une association, ni de trésorier, ni de secrétaire, ni de comptabilité, ni d'assemblée générale. Enfin, on a une liberté, la loi Assemblée allemande, générale non. Alors après, ça tout dépend de ce qui est écrit dans les statuts. Absolument. Je veux dire, c'est les statuts qui font foi. Tout à fait. Et l'Assemblée générale, en général, elle est quand même obligatoire dans les statuts. Après, effectivement, sur les rôles, ils peuvent être tout à fait réfléchis d'une autre manière et on peut réinventer des modèles de gouvernance qui sont aujourd'hui plus partagés, plus flexibles et plus engageants pour les personnes. Effectivement, le modèle du président n'est plus le seul. Julia? Quel type d'impact espérez-vous avoir sur les associations que vous accompagnez? Après, je suis hyper modeste, c'est-à-dire que moi, mon soutien, il va être important et fort pour les assos avec qui je vais travailler. Après, j'espère pouvoir, par exemple, récolter des fonds. Là, je peux vous donner des exemples de mes premiers contrats. Je travaille avec une association où j'ai lancé une campagne de financement participatif pour l'association. On est en train d'atteindre les 100%. Voilà, c'est un impact concret. Ils vont avoir du financement pour leur projet. Avec une autre association, avec 2 autres associations, j'ai répondu à des appels à projets assez complexes au niveau de la solidarité internationale. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'impact, mais en espérant déjà, premièrement, qu'ils aient les sous. Et si c'est pas le cas, ils ont quand même un projet structuré, cadré, qui vont pouvoir aussi aller présenter peut-être à d'autres fondations, d'autres contacts, etc. Mais ça, c'est un livrable concret, en espérant qu'il y ait de l'impact financier. Et après, avec l'autre association avec laquelle je suis en train de travailler justement le projet associatif, j'espère que l'impact, ça va être une clarification de leur mission, de leur action, au profit de la mobilisation des bénévoles et au profit de leur action de manière générale. Un bénévole qui sait où il est, il restera. Et cause, donc cooz.fr pour le site internet. Tu as créé quand cette entreprise et c'est quelle forme juridique? Alors c'est une micro-entreprise, je l'ai créée le 5 janvier. Voilà, j'espère pouvoir transformer ça bientôt en m'intégrant dans une coopérative d'activité et d'emploi. C'est un objectif dans les 6 prochains mois. Et tu parlais de jeunes qui s'investissent bénévolement dans les associations, mais est-ce que tu as des exemples? Parce que c'est quand même plus parlant en disant que les jeunes, ils sont à nouveau à Donf dans les assos, mais lesquels, par exemple? Alors, je peux citer l'exemple que je connais un petit peu, c'est dans les associations caritatives, notamment dans les maraudes,
il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui s'y impliquent. Et voilà, ils savent que c'est tel jour, telle heure. C'est une action hyper concrète. Alors peut-être qu'ils vont faire ça dans les 3 mois parce que entre un examen et puis un stage, ils ont un peu le temps, ils vont s'investir. Et on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes, par exemple, dans les associations qui font des maraudes. Mais justement, donc j'assiste régulièrement à des centaines de réunions associatives et avait été évoquée l'interdiction pour les associations caritatives de donner à manger aux sans-papiers, sans droit d'être en France. Est-ce que ça, c'est une réalité que tu as vue Non, pas du tout. C'est pas une réalité que j'ai vue. Et heureusement, aujourd'hui, il y a la liberté associative d'agir et il y a l'humanitaire aussi qui prime. En tout cas, dans les associations dans lesquelles je suis passée, il n'y avait pas du tout cette réflexion, c'était pas effleuré. Et à Mulhouse, où on compte 36% de la population sous le seuil de pauvreté, est-ce que c'est uniquement les associations qui sont une soupape de survie pour ceux et celles qui n'ont pas suffisamment à manger ? Que fait l'État, qui est a priori, ou la collectivité européenne d'Alsace, qui est en charge du social? Les institutions assument-elles leur mission de donner à manger aux plus pauvres, ou bien c'est tout simplement les associations caritatives qui ont récupéré cette mission et que les institutions se désengagent? En fait, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans justement le milieu associatif a pris une part importante de l'action publique en étant financé par l'action publique. Je veux dire, la CEA, la ville de Mulhouse et bien d'autres financent et soutiennent ces associations caritatives, sociales, médico-sociales. Donc, les associations agissent, ils agissent aussi, mais ils agissent aussi indirectement par le biais des financements. Les financements, est-ce que c'est ça le nerf de la guerre? Est-ce que c'est la solution unique pour avancer en tant qu'association? Ah non, je pense que peut-être le premier, mais c'est d'abord les bénévoles et les personnes qui vont composer l'association, qui vont donner du souffle, qui vont donner de l'énergie, qui vont faire de l'action. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du systémique, c'est-à-dire que il faut du monde pour créer de l'action qui fera venir du financement, etc., etc. Et ça fait effet boule de neige. Donc oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose aussi de l'ordre des personnes qui s'y impliquent. Et je l'ai vu très concrètement dans des associations où il y avait beaucoup de bénévoles, il y avait beaucoup de manifestations, donc ils se faisaient connaître, donc ils récupéraient de l'argent, donc ils pouvaient agir. Enfin, voilà, le nerf de la guerre, c'est aussi les personnes qui les composent. Mais les associations restent encore inconnues pour beaucoup de Mulhousiens et de Mulhousiennes, mais pas pour Yulia en tout cas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le nom, cause? Oui. Ça veut dire quoi? Alors, cause, déjà, c'est la référence à la cause associative. L'idée, c'est que j'ai envie de m'engager pour des causes, pour les causes des associations. Et puis, dans cause, il y a aussi le mot oser. C'est l'idée de pouvoir oser se lancer, oser insuffler un souffle d'animation. Donc, voilà, c'est cause, c'est aussi pour ça. Pardon, j'ai oublié quand même, ça s'écrit pas cause comme la cause, justement, C-A-U-S-E, mais C-O-O-Z, parce que pour moi, c'était aussi important le mot co, qui est de faire ensemble, parce que j'ai envie d'agir avec les associations et d'amener justement aussi cette intelligence collective dans les associations. Et pour employer des gros mots marketing, mais quelle est ta cible associative? À quoi ressemble une association qui aurait besoin de faire appel à tes services, Blandine Riffard? Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plutôt ciblé des associations qui sont de manière assez large dans le social, solidarité, médico-social, santé, solidarité internationale, culturelle, qui sont un peu les milieux que je connais et dans lesquels j'ai un peu évolué. C'est plutôt des associations pour l'instant qui n'ont pas de salariés et qui ont envie, en fait, ils sont un peu à un seuil critique, c'est-à-dire qu'ils ont pas mal d'actions, mais pour l'instant pas assez d'argent pour embaucher, en tout cas pas assez de visibilité. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir quelqu'un de manière flexible qu'on peut prendre sur un certain temps donné pour justement amener cette professionnalisation.
Et c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a la première difficulté, c'est d'avoir accès à l'information concernant les financements possibles, parce que alors, tout le monde se plaint tout le temps, c'est difficile, il y a de moins en moins de sous, on n'arrive pas à s'en sortir, etc. Mais quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a des gisements incroyables de pognon public, en particulier. Et privé aussi. En particulier l'Europe, l'Union européenne qui décentralise ses crédits gérés par la région Grand Est et d'autres régions en France, et qui malheureusement n'arrive pas à dépenser tout son argent. C'est toujours un truc de fou. Est-ce que tu aurais envie peut-être de citer quelques pistes possibles pour attraper plein plein d'argent pour les associations qui nous écoutent? Moi, j'ai pas de baguette magique. En vrai, je vais pas pouvoir citer. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un projet qui tient la route et bien travailler son projet déjà. Ça, c'est quand même la première chose à faire. Et la deuxième chose, c'est se mettre en veille. Et c'est pour ça, ça demande quand même pas mal de temps. Et tu parlais du public, mais moi, je pense qu'il y a aussi dans le privé, il y a les fondations ou dans lequel il peut y avoir aussi des fonds à lever. Donc, je pense que ça, c'est aussi des choses intéressantes à aller chercher. Mais pour ça, effectivement, il faut vraiment faire de la veille. Et pour illustrer le mécénat privé, à quelques mètres de nous, au niveau du 2 avenue de Colmar, il y a un lieu alternatif nouveau qui s'appelle Flash à Putzer, qui est un lieu associatif et qui a négocié avec son propriétaire un loyer gratuit qui se transforme donc en don, ouvrant droit pour une association d'intérêt général, ce qui est le cas de la grande majorité des associations, qui ouvre droit à une déductibilité de 66% sur l'impôt sur le revenu. En gros, si j'ai un loyer annuel de 12 000 euros que je n'encaisse pas, je récupère 8 000 euros de crédit d'impôt. Et quand on voit le nombre de locaux commerciaux, de friches commerciales vides sur Mulhouse, parfois depuis des années, on se dit que là, ça peut être aussi une solution intéressante pour faire vivre des locaux abandonnés. Surtout que voilà, dans les dernières études qui ont été faites à Mulhouse sur les besoins des associations, la question des locaux est quand même aussi assez prégnante. Oui, en même temps, le carré des assos a été revivifié il y a, je sais plus, une quinzaine d'années, mais je suis jamais très sûr au niveau des dates, notamment par Fatima El Hassouni. Mais il reste encore quelques locaux de maisons associatives à Mulhouse. Où, comment dire ça gentiment, le taux d'occupation réel est microscopique, que ce soit de l'autre côté du carré des associations quand on traverse la cour, ou que ce soit à la maison des associations de Bourse-Filaire. Bref, il y a des problèmes de locaux peut-être, mais il y a aussi des locaux sous-utilisés. Après, c'est aussi les types de besoins de locaux, c'est-à-dire que par exemple, ce qui est proposé au carré des associations, c'est vraiment des locaux pour faire des réunions. Et souvent, parfois, les besoins d'assos, c'est aussi d'avoir des locaux de stockage, des locaux pour accueillir, etc. Donc, c'est aussi quel type de locaux les assos ont besoin qui fait que c'est pas forcément les maisons des assos qui répondent à ces besoins. Mais voilà, c'est une parenthèse. Parfois, on oublie aussi que des sociétés commerciales peuvent avoir un esprit très associatif. Le découpage avec la forme juridique, association, c'est merveilleux, SARL, c'est des méchants capitalistes, n'est pas toujours opérant en l'occurrence. Et sinon, cause, donc, ton entreprise, Blandine Riffard, c'est comment que ça marche si je suis une association, je veux faire appel à Cause, je vais sur le site cause.fr, c'est ooz.fr, et après, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe? Tu prends rendez-vous avec moi et on a un premier échange sur les besoins de ton association. On essaye un peu de décortiquer ça déjà ensemble. Est-ce que c'est plus un besoin de temps pour monter une campagne de financement participatif, pour faire
ta com, pour travailler ton projet associatif. Peut-être que tu as besoin d'une stratégie pour développer le bénévolat. Enfin voilà, on va vraiment discuter de quel est ton besoin. Et puis après, je vais proposer un devis qui va être adapté à ton besoin. Ça sera un devis en temps passé pour ton association. Voilà, l'avantage de travailler en prestat avec moi, c'est les associations n'ont pas besoin d'employés et elles peuvent vraiment voir venir la trésorerie. Elles me prennent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'y a plus de trésorerie, elles peuvent arrêter et ça permet vraiment d'être flexible. Julia a plein de trésorerie, elle est prête à faire un virement et peut-être aussi une question à Blandine Riffard. Je ne sais pas si vous aidez même des gens qui veulent créer des assos, peut-être pas, mais quand même, si moi, par exemple, je veux créer une association, qu'est-ce qu'il faut savoir ici en Alsace ou en France ? Alors, c'est une très bonne question parce que effectivement, il faut ça. On est en Alsace et en Alsace, on est dans le droit local, donc c'est assez particulier. Alors moi, je vais pas accompagner ce genre de projet puisque aujourd'hui, il y a un dispositif qui est coordonné par l'État qui s'appelle Guide Asso et qui permet aux associations justement de pouvoir être accompagnées dans la mise en place de leur statut. Ils sauront tout justement sur les joies du droit local Alsace-Moselle et sur comment faire pour monter son projet associatif. Et c'est vrai qu'il y a un accompagnement possible pour créer son association, au carré des associations par exemple. Mais il y a aussi Alsace Mouvement Associatif avec notamment 2 salariés du côté de Strasbourg qui offrent tout un tas de formations gratuites pour les bénévoles. Et puis évidemment en ligne, il y a plein de ressources aussi. Aujourd'hui, la numérisation du registre des associations a mis des années et des années. Tout était en papier. C'est l'occasion de se rappeler que c'est une loi allemande qui régit les associations en Alsace-Moselle, ce qui fait toujours plaisir dans ce pays centralisé qu'est la France. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux associations qui se posent des questions, qui se disent moi j'ai envie d'avancer, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Qu'est-ce que, Blandine Riffard, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Moi, mon offre, elle veut s'adapter à chaque association. Donc, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est appelez-moi et on en cause. Une très bonne conclusion, mais on va peut-être quand même aller faire un tour en Finlande encore, Julia. Dites-moi si vous comprenez pas cette question ou si c'est une question trop personnelle, mais c'est comment le monde d'entrepreneur en France pour une femme ? C'est une bonne question. Pour l'instant, je trouve que j'ai été bien accueillie dans ce monde d'entrepreneurs grâce à 2 structures. Et justement, des structures qui ont pour vocation d'accueillir l'entrepreneuriat féminin. Et je vais les citer parce que c'est vraiment des endroits très chouettes. Le premier, c'est le collectif L'Or du commun, qui est aussi une association et qui est à Andolsheim, près de Colmar. Et qui est vraiment un lieu d'ancrage dans lequel on peut retrouver d'autres entrepreneurs, alors pas que des femmes, mais majoritairement des femmes, et qui proposent des programmes d'accompagnement, de formation, mais aussi de mise en lien avec des entrepreneurs et des partenaires. Et puis j'ai été aussi, je suis aussi en train de me former avec le programme d'elle à elle, elle comme des ailes d'oiseau et elle comme elle, le féminin de il. Et donc, voilà, c'est aussi un programme pour soutenir et accompagner l'entrepreneuriat féminin. Et donc, ça me permet de rencontrer des consoeurs et de pouvoir construire aussi ensemble notre parcours. Donc, je dirais plutôt, aujourd'hui, à Mulhouse, j'ai trouvé un chemin, en tout cas, pour l'instant, dans cet entrepreneuriat. Cause.fr, c'est le site internet où vous pouvez retrouver l'offre de Blandine Riffard en direction des associations, des collectivités, des coopératives. Et puis, si quelqu'un a une entreprise classique, ça peut aussi fonctionner, peut-être, je ne sais pas. C'est d'abord vraiment pour les associations. Et après, c'est vrai que par rapport aux collectivités, l'idée, c'est de pouvoir aider les collectivités à, pourquoi pas, structurer,
coordonner des réseaux d'associations, des fois juste de les mettre autour d'une table et de pouvoir animer un peu ces réseaux et pour faire connaissance et pourquoi pas créer des projets communs, travailler sur des mutualisations, tout ça, c'est des choses que je peux effectivement proposer. Après, coopérative, voilà, et entreprise, pour l'instant, c'est pas forcément dans mes cibles. Oui, la dernière soirée mutualisation du carré des associations a été annulée parce que personne ne voulait y participer. Peut-être que personne ne veut mutualiser à Mulhouse. Une bonne occasion de reprendre contact avec ton ancien employeur pour lui proposer tes services. Est-ce que on a fait le tour de Cause, de Blandine Riffard, le tour du monde associatif de Mulhouse et de ces 2500 associations? Sans doute pas, mais est-ce qu'on a encore à ajouter un dernier mot avant de quitter nos auditrices? Ouais, j'ai une question. Quels sont vos projets futurs? Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, j'ai dans ma besace un projet futur que je suis en train de travailler. J'aimerais proposer de la formation. Alors, non pas pour les bénévoles, puisque ça, effectivement, il y a déjà une offre d'Alsace Mouvement Associatif, mais j'aimerais proposer de la formation pour les salariés d'associations, de petites associations. Alors, je vise pas les grosses associations avec des dizaines de salariés, mais vraiment des petites associations avec peu de salariés pour accompagner et soutenir ces salariés à la fois pour qu'ils trouvent un réseau d'entraide avec les autres salariés qui seront à la formation, pour qu'on puisse aussi travailler le lien avec les bénévoles qui sont à la fois les militants de l'association, mais aussi leur employeur, et transmettre aussi des outils d'animation pour les associations. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Voilà, pour tout savoir sur Cause et Blandine Riffard, un seul site internet, cause.fr, cause, COOZ.fr, c'est la meilleure entrée pour te contacter, j'imagine. Tout à fait. Et sur ce site, vous aurez tous mes coordonnées. Voilà, si tout le monde a posé toutes les questions qu'il ou elle voulait, mais merci beaucoup Blandine Riffard, merci Julia Hallberg, on se retrouve sur Internet et on va tous causer sur cause.fr. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures associatives. Merci. Radio WN.